Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, suite logique de la vidéo concernant la sécurité aujourd'hui et la santé liée au travail du bois. Aujourd'hui, on va parler d'organisation des ateliers. On aurait pu aller plus loin sur les extérieurs, mais on va vraiment se concentrer sur l'organisation des ateliers type menuiserie. Essayez de nouveau de vous donner des clés concernant l'aménagement de votre atelier pour être efficace tout en travaillant en sécurité, puisque l'un n'est pas opposé à l'autre et bien au contraire, souvent on est beaucoup plus efficace en ayant un environnement qui est bien étudié. Donc de nouveau Stéphane avec moi et on va parler donc de tout ça, c'est-à-dire comment positionner ces machines, comment réfléchir pour positionner ces machines, les prises électriques, à quoi veiller, surtout ce qu'il faut éviter. On fera peut-être un petit tour d'atelier pour voir ce que j'ai à améliorer ou ce qui est efficace ou qui ne l'est pas, tout simplement. On parlera aussi de ce que l'atelier doit comporter en termes de boîte de secours, voilà, etc. Et puis on reviendra donc sur le volet formation, puisque finalement tout est lié et plutôt c'est la base. Donc c'est toujours bien se former pour pouvoir justement s'organiser en fonction de ce qu'on a appris finalement dans notre formation. Ok? Ça te semble bon? Parfait. Allez. Je suis. Alors, on commence par quoi? Par l'éclairage. Donc on a les prises électriques, l'éclairage, l'ergonomie au niveau du travail. Qu'est-ce que tu préfères En général, peut-être la construction, le bâtiment. Hein. Il y a déjà le sol qui doit être bien plate et égal, qu'on ne peut pas tomber, glisser, sont des choses importantes. Mais ça dépend de la condition. Est-ce que c'est un nouveau bâtiment, un vieux bâtiment? Oui, voilà. Mais là, les poids d'intention sont importants. Est-ce qu'il y a des différences de hauteur? S'il faut beaucoup passer avec des pièces ou faire des actions autour de certaines machines qui font le dangereux à cause de la manutention des pièces pendant les actions, pendant les travaux. Donc, à mon avis, le meilleur, c'est de commencer avec l'idée, soit un nouveau bâtiment, un vieux bâtiment, où je veux mettre mes machines, quelle est la condition du sol, des murs, des cloisons, l'éclairage, la toiture, est-ce qu'il y a des éclairages électriques ou naturels par des coupoles ou d'autres choses, parce que l'éclairage est important aussi. Pendant l'été, comme aujourd'hui, pas de souci, mais une fois que l'automne et l'hiver sont là, des jours plus foncés, ça peut arriver que ça devient difficile. Et c'est pas, de temps en temps, nous voyons des exemples où on est en train de travailler dans un coin, dans l'ombre, soi-même. Donc ça, ce sont les choses qu'il faut faire attention. Ça, c'est vraiment au niveau du bâtiment. Donc finalement, la première chose, je dirais même à réfléchir, c'est quel type d'activité est-ce qu'on va faire? Très important. C'est-à-dire, est-ce qu'on va plutôt faire de l'ossature bois, plutôt faire de la menuiserie générale type escalier, porte, parquet, de l'ameublement ou autre, ou, et c'est pour ça que je pense que je suis un bon exemple par rapport à ça, c'est que moi, j'ai appelé mon entreprise le bois dans tous ses états. Pourquoi? Parce que je voulais tout faire dans le bois, donc aussi bien de l'ossature que de la charpente, que du parquet, des portes, de l'ameublement, etc. Et donc, quand j'ai décidé de construire cet atelier, puisqu'avant, je vous mettrai quelques images, j'ai travaillé dans le sous-sol de mon habitation pendant des années. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon atelier est hyper éclairé naturellement, même en hiver, sans avoir allumé les lampes, parce que justement, j'ai souffert pendant plus de 10 ans d'un atelier sans lumière naturelle, puisque c'était une cave finalement. Et donc, je me suis dit, quand je fais mon nouvel atelier, je veux absolument avoir de la lumière au maximum dans l'atelier. Mais quand j'ai réfléchi l'atelier, c'est de savoir comment est-ce que je vais disposer mes machines en fonction de ce que je vais faire. Donc, un atelier d'une personne qui fait de l'ébénisterie, de sculpture ou d'art va disposer ses machines d'une manière complètement différente d'une personne qui fait de la charpenterie ou qui fait des dressings. Et donc, imaginez que vous puissiez avoir une information complète et détaillée sur votre situation, ça n'existera pas, parce que c'est vraiment lié à votre situation et à votre travail. Donc, les systèmes d'organisation ou les bouquins qui peuvent exister sur l'organisation d'un atelier, ça ne fonctionne pas, puisque moi, après
15 ans, je pense, ou un peu moins de 15 ans dans mon garage. Quand j'ai construit ici, au départ, j'ai mis mes machines sur roulette parce que au fur et à mesure des mois, je voulais être certain que la scie à format était bien au bon endroit, la toupie était au bon endroit. Et puis, j'ai fait évoluer et finalement, tout fonctionne bien par rapport à un circuit. Mais ça, on va y revenir. Donc, tu parlais justement de la lumière. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu conseilles finalement, peut-être en termes de lumen ou je ne sais pas comment on calcule? Il existe les lumens, enfin, c'est trop spécialisé de nous concentrer sur ça, mais on peut retrouver ça, enfin, soit dans la documentation, sur l'Internet, mais aussi le service externe qui peut conseiller les entreprises. Hein, et ça fait une différence, hein, stockage, machine, montage. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin du même éclairage au niveau du stockage qu'au niveau de la machine. Oui, et on peut parler du lumen, mais ça dépend aussi le sort des lampes qu'on utilise. Ce sont des vieux lampes. Est-ce qu'on est plutôt sur une lumière blanche ou plutôt sur une lumière justement jaune? C'est-à-dire, c'est mieux aujourd'hui de travailler avec des LED plutôt que de travailler avec des... Comment ça s'appelait ça? Les néons, oui. Des lumières blanches en tous les cas. Mais le plus important, c'est avoir assez d'éclairage et surtout aussi éviter qu'on travaille dans l'ombre. C'est ça, vraiment tout ce qui est à contre-lumière, etc. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, donc ça c'est pour la lumière et pour protéger au niveau des yeux. Ensuite, voilà, donc comment, d'une manière globale, on va dire, positionner peut-être ces machines et l'alimentation des machines. Parce que ça, je pense que c'est un point important. Oui, important, comme vous avez déjà expliqué, de connaître les produits que vous allez traiter, que vous allez faire. Et intéressant de faire des plans avec les lignes, l'ordre de plusieurs actions que vous faites avec le produit. Bois massif, c'est commencer avec scier, raboter, travailler sur la toupie, monter. Donc, c'est chercher les plusieurs circuits internes dans l'atelier. Avoir un point central, justement, pour regrouper le tout, et de nouveau en fonction de la taille de l'atelier. Ça dépend, effectivement, la taille, le nombre de mètres carrés, mais aussi, est-ce que c'est un atelier plus long, plus large, carré? Tu parles de plus long, plus large, etc. Est-ce qu'il y a des normes ou sans parler spécialement de règles de marquage, parce que je pense que c'est aussi une question de taille d'entreprise et de personnel qu'il doit y avoir des marquages au sol, mais par exemple entre la dégauchisseuse et l'établi ou bien entre la scie à format et l'établi, est-ce qu'il y a des mesures plus ou moins à respecter pour travailler en sécurité? Il n'y a pas de normes, mais c'est plutôt général. Il faut faire attention qu'il y a assez d'espace autour de la machine, donc qu'une machine n'est pas... c'est ça, que je ne sois pas contre mon établi. Ne dérange pas les autres travaux sur un autre post-travail. En plus, à ce moment, ça peut apporter des risques pour d'autres personnes ou pour d'autres actions dans l'environnement des machines. Travail, finalement, parce que si on fait basculer quelque chose qui est déjà construit et qu'on n'a pas l'espace nécessaire, donc c'est vraiment... mais il n'y a pas de normes. Donc il n'y a pas de normes, mais ce qui est important, s'il y a un post-travail, par exemple avec une raboteuse, et on sait que ce sont toujours des pièces, soit avec une certaine large, une certaine longueur, on peut déjà prévoir l'espace nécessaire autour de ces machines. À ce moment, qu'on dessine ça sur un plan, on peut bien voir, ok, ça c'est le poste de travail. C'est super intéressant parce que moi, par exemple, quand j'ai fait l'atelier, j'essaierai de mettre des images, je savais que je faisais des escaliers, etc. Mais je connaissais aussi la dimension entre ma dégauchisseuse et le mur de mon WC. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au moment, et d'ailleurs ça a été fixe direct, ma dégo, je l'ai imaginé en sachant que je peux la déplacer, en la mettant comme ça à gauche, je sais faire passer mon limon dans la porte de l'atelier et je sais la faire passer par la porte d'entrée de l'atelier. Comme ça, je sais travailler des pièces qui font 6, 8 mètres. Par exemple, quand je fais de l'ossature bois, que je dois raboter éventuellement à grand lame collé parce qu'il n'est pas aux dimensions telles que je le souhaitais en standard, etc. Je l'ai réfléchi comme ça. Donc voilà, on en revient toujours en fait à la réflexion de base. Qu'est-ce que je vais faire et où est-ce que je risque peut-être d'aller en termes de dimension pour positionner ces pièces comme une scie à format. Vous savez que vous allez pouvoir travailler des panneaux qui font 2,50 m, à savoir qu'aujourd'hui on est passé sur des panneaux qui sont plutôt 2,80 m sur 2,7 m en termes de standard. Bien, il faut avoir la place nécessaire pour le travailler et donc se laisser le débattement nécessaire à côté. Mais rien n'empêche, voilà moi mes établis par exemple ici,
ils sont, dans certains cas, à moins de 2,80 m de ma lame de scie circulaire. Mais par contre, mes établis sont sur roulette. Donc ça veut dire que je sais déplacer aussi mon poste de travail en fonction des travaux que je vais faire. Et donc ça, c'est important, enfin je trouve, de réfléchir en fonction de sa situation, d'avoir tous les outils à sa disposition en fonction de ce qu'on fait, comme par exemple mon chariot à roulettes qui me permet de travailler avec mes outils sans pour autant voilà, mettre tout et n'importe quoi sur mon plan de travail. Mes outils sont directement mis en place. J'utilise un ciseau à bois, je l'utilise, je le remets directement dans ce tiroir et mon plan de travail est toujours dégagé sans finalement abîmer le travail que j'utilise. Mais important peut-être, il ne faut pas toujours pouvoir dessiner pour étudier l'implantation des machines. Le plus simple, c'est faire des petits modules. En échelle, un plan, et avec des modules que vous pouvez faire comme un puzzle. Oui, et c'est comme ça. Dessiner, couper des petits morceaux qui sont à la taille sur un morceau de papier ou un carton. La surface du poste de travail, pas de la machine, ou la machine et le poste de travail, donc l'espace qu'on a besoin, et par exemple aussi effectivement avec une panneauteuse. Et à ce moment, on peut bien faire le puzzle et voir effectivement tout ce qui est... Il y a des outils informatiques aussi, SketchUp, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui effectivement, si possible, c'est plus facile. On fait justement un petit composant qui reprend justement votre format ou autre, vous les déplacer dans la pièce. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le module aspirateur, c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier, et bien le laisser. Stockage aussi, excusez-moi, stockage aussi, important. Donc, stocker extérieur, intérieur, fonction de la place qu'on a pour pouvoir justement travailler et rentrer quand on en a besoin. Tout à fait. Et donc, tu parlais justement, enfin, on parlait à l'instant de l'aspiration. Donc un point important justement concernant l'aspiration, c'est essayer de toujours mettre tout ce qui doit traîner au sol, donc type prise électrique, câble électrique, etc., en hauteur. Donc moi, les prises électriques, elles sont en hauteur pour éviter que les câbles ne soient au sol et risquer de se trébucher dedans. Parce qu'on se dit toujours, oui, je vais passer au-dessus en marche avant. Mais quand vous reculez, on a tendance à ne pas voir le câble qui dépasse parce qu'il a été posé sur quelque chose, etc. Donc ça, c'est des points aussi importants à garder. Donc c'est les câbles électriques et l'aspiration, se faire un simple bras d'aspiration. Je ne sais pas si toi tu as d'autres techniques non, pas du tout. Là, je dois dire, nous restons, disons, général, soit si c'est en PVC, en métal, ça dépend des matières. Le plus important, c'est de tenir compte avec les risques d'explosion. C'est ça. Donc, poussière de bois. Oui, donc ça, c'est vraiment pour la tuyauterie. Donc toi, tu parles de tuyauterie. On peut utiliser du PVC ou du métal. Pour toi, tu penses que ça ne fait pas de... Ça dépend. Les flexibles, par exemple, et c'est souvent une combinaison. Ça, c'est des flexibles qui sont antistatiques, etc. Voilà, c'est ça. Moi, je parle vraiment... Important. Est-ce qu'on peut utiliser des tuyaux PVC, alors, parce que tu parlais de ça? Non, mais j'avais plutôt l'idée des flexibles. Non, l'autre, la plupart des tuyaux sont en métal, aussi avec des sécurités qui sont construites dedans. S'il y a des étincelles, etc., à cause d'un clou qui était touché par la lame-ci, ce sont les étincelles qui peuvent justement, je rebondis sur exploser, ce que tu dis. Je n'avais pas spécialement attention de parler de ce point-là, mais tu parlais donc des tuyaux PVC. Est-ce que c'est normé, ça ou pas? C'est-à-dire, quand je dis tuyaux PVC, tu vois, les tuyaux d'évacuation pour les WC, etc., qu'on utilise, est-ce qu'on peut l'utiliser en aspiration de copeaux, ou est-ce que justement le risque d'implosion est trop important et c'est interdit d'utiliser? Et l'antistatique, surtout, c'est ça. Donc, à mon avis, il faut suivre... il y a des normes, mais c'est plutôt... c'est surtout, pas plutôt, mais c'est surtout le domaine des constructeurs, des fournisseurs, des installations d'aspiration. Le PVC, ce n'était pas prévu parce non, et ce ne sera pas le cas. Mais c'est parce que je sais que beaucoup d'amateurs sont convaincus qu'on peut encore utiliser parce que ce n'est pas risqué. Moi, pour vous donner une anecdote, je sais qu'il y a un petit atelier de menuiserie à la Louvière ou à Ougré, sûr et certain, et à la Louvière, il y a 10-15 ans, qui a explosé, justement, suite au tuyau PVC. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement, je ne sais pas, mais ça a implosé. Donc, le bâtiment a explosé. Et je sais que les assurances n'ont pas fonctionné parce que, justement, les tuyaux PVC n'étaient pas, je vais dire, prévus. Et quand je dis ça, que les choses soient bien claires, moi, je n'ai pas d'action chez qui que ce soit qui vend des tuyaux métalliques. Alors, le risque, il est peut-être
minime. Hein. Je ne sais pas, c'est peut-être 1%, 2%, 3%, j'ai aucune idée du risque par rapport à un tuyau métallique. Mais êtes-vous prêt à tout perdre pour quelques centaines d'euros? C'est toujours un petit peu la balance en fait entre le risque et le bénéfice. Quoi. Mais le risque d'explosion est très présent dans tous les environnements où on travaille avec du bois et bois de concert, même dans votre propre garage. Important de dire ça. À cause du fait, c'est une combinaison. Donc, soit il y a la poussière de bois, il y a l'oxygène qui est présent, et à ce moment aussi, oui, et effectivement, mais aussi l'électricité, soit une étincelle, soit un contact dans une prise, quelque chose à cause d'une chaleur dans une machine. À ce moment, c'est la combinaison qui donne l'explosion. Et on n'a pas besoin beaucoup. Il y a sans doute des gens qui connaissent le truc avec la farine dans un bocal, où ils soufflent dans le bocal avec la farine, ils donnent une étincelle, il y a une explosion. Et ça, c'est le principe aussi dans les menuiseries. Et le moment qu'on voit la poussière, la poussière sur le sol, et on peut voir les traces des pieds, ça suffit déjà pour avoir une explosion. C'est à partir de là qu'on en revient à ce qu'on disait dans la vidéo sur l'entretien, etc., la sécurité, c'est que essayer d'avoir autour des machines toujours de quoi récolter les déchets au fur et à mesure. Donc moi, sur mes machines, j'ai une balayette. Et donc, dès que j'ai fini de dégouchir, je rebalaye ma machine. J'ai un petit seau, je mets mes crasses dedans. Je débite au panneau pendant 1 heure. J'ai fini de débiter mes panneaux. Je balaye ma machine. Non seulement ça garantit l'entretien de ma machine, mais en plus de ça, il n'y a pas de crasse autour de moi. Il n'y a pas d'éclat de bois où je risque de me péter une cheville parce que justement, je glisse, etc. Donc voilà. On parlait d'incendie, donc je vais rebondir sur les extincteurs. Oui, une chose importante encore, concernant l'explosion, le moment, par exemple le soir, on est en train de souffler, de nettoyer, le moment qu'on a partout de la poussière, c'est le même principe, poussière, oxygène, un faux contact ou une coup de circuit dans l'électricité, ça peut être suffisant d'avoir une grande explosion. Encore un exemple de ne pas utiliser le souffleteur. Oui. Bien sûr. Donc on parle d'explosion, donc on parle finalement d'incendie ou de risque d'incendie. Donc une question qui a été posée, quel type d'extincteur doit être utilisé dans un atelier de menuiserie et est-ce qu'il y a un nombre à respecter en fonction de la superficie? Oui, là aussi ça dépend la forme et le nombre de compartiments dans un bâtiment, mais disons il y a 5 types différents d'incendie, de classes d'incendie. Oui. Donc, soit des matières solides, comme le bois massif, etc., des liquides, des produits qu'on utilise dans l'atelier, des gaz, des graisses et aussi des métaux. Donc, les feux, les 5 classes d'incendie peuvent être combattus par des extincteurs, entre autres, en attendant les secours. Les extincteurs à poudre. Oui. Et puis tu as, il y a des extincteurs à poudre, à mousse et aussi des extincteurs CO2. Et l'un peut être utilisé pour 2, 3 classes d'incendie, l'autre pas. Donc c'est bien identifié, mais pour ces choses, c'est mieux de se laisser conseiller par les gens, par les spécialistes qui vont ça et qui vont venir pour faire une donc c'est vraiment propre à sa situation de nouveau. Si quelqu'un a fait, allez, je sais pas, moi je suis marketeur et que je ne fais que du vernis, etc., j'ai beaucoup de produits chimiques. Par exemple. Un extincteur, je sais pas moi, à poudre sera peut-être plus adapté que si je ne fais que, j'ai même pas d'idée, mais on va dire, je ne fais que du bois, je ne mets jamais en produit. Un extincteur à mousse est peut-être suffisant. C'est ça. Poudre et mousse, par exemple, peuvent être utilisées pour la plupart. Oui, mais faites attention, la poudre après le nettoyage. Si c'est pas grand, enfin, si c'est le début d'un incendie et on n'utilise plus de poudre ou on peut prendre de la mousse, moi je vais tout de suite. La mousse. Oui, après il y a moins de nettoyage. Ça c'est encore toujours l'esprit d'avoir les extincteurs, c'est combattre le début d'incendie, en attendant les services de secours ou espérant, entre-temps, le moment qu'ils sont arrivés, que ce n'est plus besoin. C'est ça. Mais ça, c'est important. C'est d'avoir un mousse
dans tous les cas dans un premier temps. Oui, oui. C'est le plus polyvalent, on va dire, et c'est le plus facile Oui, d'entretien. et ils sont classifiés par A jusqu'au F, et là, sous le A2, ce sont des petits symboles. Ils sont bien expliqués, oui, quelle matière, quel incendie peut être. On pourra peut-être mettre un petit schéma ou une petite image avec les catégories et ce qu'elles combattent. Et pareil, comme pour l'autre, je ferai éventuellement un fichier si je trouve les informations nécessaires. Peut-être le CO2, important aussi de donner l'information, c'est plutôt utilisé dans un environnement bureau. Tout ce qui est ordinateur ou des boîtes électriques ou dans une machine. Tout ce qui est électrique alors. Oui, oui. Okay. Ça, à ce moment, CO2, c'est un gaz. On ne peut pas avoir mousse ou de poudre après. Et c'est quelque chose de très efficace en cas qu'on a besoin de ça. CO2, poudre. Enfin, CO2, surtout pour tout ce qui est électrique, coffret électrique, etc. Ouais. Pensez aussi, parce que ça, je pense à ça, parce que quand moi j'ai installé mon aspirateur, c'était un argument assez intéressant, c'est que tout ce qui est coffret, justement, d'alimentation des machines, doit être fermé hermétiquement. Donc moi, toutes mes prises électriques, c'est des prises qui sont résistantes à la poussière et à l'eau. Donc on ne peut pas mettre des prises électriques comme elles sont emboîtées dans les maisons. Donc les parties de branchement doivent être fermées pour éviter justement que la poussière infiltre ou rentre dans le système, et de nouveau, avec une étincelle, ça pourrait exploser. Ouais. Si je peux ajouter l'information importante, et surtout dans des entreprises, mais c'est le même principe à la maison comme amateur, il faut laisser faire une étude concernant le risque d'explosion. Et ça s'appelle ATEX. Oui, c'est ça. ATEX, hein. Et à ce moment, des services spécialisés arrivent et font une étude concernant la combinaison des machines, la poussière, l'aspiration, si c'est besoin d'utiliser des prises, des interrupteurs, de la lumière spécifiquement. Par rapport au volume de poussière qui va se retrouver. Oui, et contre l'explosion, qui est, protégée en plus contre les circonstances. On en a un petit peu parlé dans la vidéo sur l'aspiration. Oui. C'est l'environnement avec la poussière, voilà, aussi dans les moulins, etc., pour la farine et tout, qui sont aussi soumis à la norme ATEX, etc. Moi, ça, je l'ai découvert à ce moment-là. Et donc, tout ça fait partie d'un tout. Mais de nouveau, je pense qu'en tant que particulier, amateur, parce que même moi, à mon niveau, on avait considéré que ce n'était pas suffisant. On est trop petit, on n'a pas un volume de copeaux suffisamment important que pour, entre guillemets, se tracasser de la norme ATEX. Ce qu'il faut retenir en termes des poussières surtout, c'est d'avoir une bonne aspiration qui est adaptée aux machines qu'on a et au volume de l'atelier qu'on a. Donc, et c'est ça aussi avec les tuyaux, par exemple, en PVC. L'électricité statique ou qui donne les risques en plus. C'est ça qu'il faut éviter. Hein. C'est ça. Et donc, on parle d'aspiration. Donc, on a bien dit tout ce qui est tuyaux, etc. Essayer de le mettre en hauteur. Alors, je sais que certaines personnes ont des petits ateliers et donc souvent elles disent ouais, mais moi avec un seul atelier, je suis allé à gauche, à droite. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, c'est que les petits ateliers, contrairement à ce qu'on croit, c'est les ateliers les plus dangereux justement à cause des aspirateurs mobiles, qu'ils soient plus gros ou plus petits. Pourquoi ? Parce qu'on va le déplacer à un endroit, mais il y a le câble qui vient avec. Donc quand on prend notre aspirateur, on va aller l'amener là-bas au bout, on fait notre petit ponçage, notre petit défonçage, on va le mettre en place. Mais quand on a fini notre défonçage, on se dit « Ah, j'ai oublié une fraise ». Et c'est là que les accidents risquent, puisqu'en fait, vous avez votre tuyau qui est tiré tout le long, vous reculez, vous ne faites plus attention, puis vous posez votre machine, vous posez votre ceci, cela, ça devient un bordel sans nom, et au final, c'est là que les accidents arrivent. Donc, moi, j'ai une réflexion que beaucoup de gens connaissent, a priori, c'est chaque place a son outil, et chaque outil a sa place. Et à partir du moment où on est bien organisé, et qu'on a dès le départ, donc avant même de commencer un travail ou d'accepter un chantier ou de même mettre une machine, on en revient toujours à la même chose, un petit croquis, où est-ce que je vais mettre telle chose, comment, pourquoi, qu'est-ce que je vais utiliser le plus. Donc ce qu'on va utiliser le plus sera beaucoup plus souvent accessible. J'en reviens toujours avec mon chariot à roulettes, mais voilà, j'ai mes outils de mesure, mes équerres, j'ai mes petits serre-joints que j'utilise tout le temps sur mon établi, etc. Mais ils sont à portée de main en permanence sur mon chariot à roulettes. Par contre, tout ce que j'utilise moins régulièrement, comme les gabarits pour mon escalier ou les escaliers que je fabrique, ils sont dans les armoires qui sont là-bas. J'ai des mèches à bouchons que j'utilise moins régulièrement, c'est dans mes tiroirs
qui sont rangés là-bas ou dans mes armoires. Et donc, tout ce que j'utilise moins souvent sont dans des armoires, peut-être même empilées sur certaines choses, parce que je sais que je vais perdre moins de temps, mais je sais où ça se trouve. Plutôt que, ah oui, j'en ai plus besoin, je vais le poser là, puis j'en ai plus besoin, je vais le poser là. Puis un jour, on en a besoin et on perd 1 heure, finalement, à retrouver l'outil dont on avait besoin. Donc ça, on arrive toujours à ce problème d'organisation. On peut dire, au point de vue de la politique prévention, ordre et propreté sont le début de la sécurité et de la santé. Ça, tout à fait, dans tous les cas. Plus que l'efficacité, il y a aussi ces deux choses. Tout est lié, c'est-à-dire que si c'est rangé et tout, on est hyper efficace. Moi, demain, je veux commencer à travailler, je suis motivé, je ne laisse pas, j'ai ce qu'il faut. Si j'ai laissé tout mon bordel de la veille, je rentre dans l'atelier, j'en ai pour 1 heure pour ranger, je fais demi-tour, je vais regarder Netflix. Intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc ça c'était pour, allez, on va dire la parenthèse sécurité sur l'organisation. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'organisation de l'atelier, entre guillemets, on va se soucier de où on va travailler. Donc les hauteurs de poste de travail, peut-être où les disposer et comment aménager. Alors moi première question, c'est est-ce qu'il y a une hauteur idéale de travail? L'hauteur idéale, ça dépend la personne qui travaille. Si c'est un jeune stagiaire, un apprenti, il n'est pas grand, à ce moment, il faut adapter l'hauteur, soit avec un petit escalier ou d'autres. Enfin, un escalier, c'est déjà difficile, mais une plateforme, par exemple. Un gamin qui était assez petit, on avait fait ça justement pour... Si c'est pour des petits travaux, pas grande chose, mais faites attention avec les risques. Avoir l'espace. Pour aller ouvrir les trappes, tout à fait. Mais disons, plus ou moins, on arrive au moins entre 85 et 90 cm. Et si les gens sont très grands, il faut augmenter ce que j'ai appris, les établis. Je me trompe peut-être, c'est la hauteur de la personne divisé par 2 plus 5 cm. Je ne vais pas dire avec l'approche comme ça, mais c'est bien faisable que tu vas arriver plus ou moins à l'auteur de 85, 90 cm. Oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'avais calculé, je ne me suis jamais trompé. Alors, encore autre chose par rapport aux hauteurs de travail. Alors, moi, je vais te dire comment je l'ai pensé et puis tu me dis ce que tu en penses. Moi, j'ai essayé toujours d'aménager aussi bien mes établis que les chariots à roulettes que j'ai, les petites armoires, à la hauteur de toutes mes machines. Donc, toutes mes machines sont à la même hauteur, donc elles font 90 cm. Et j'ai tout réglé à la même hauteur. Pourquoi? Pour me permettre justement de poser quand je suis seul, poser un panneau sur mon établi et en même temps sur la scie à format. Si je dois faire un long limon ou une longue pièce de bois à la dégauchisseuse, j'ai la prolongation. Et j'ai fait un des 2 établis avec des pieds réglables pour justement adapter cet établi-là à ma table d'entrée. Parce que la table d'entrée est plus basse que la table de sortie et l'autre, il est automatiquement adapté à la table de sortie. Quand j'ai fait mes établis là-bas, j'ai adapté tout mon plan de travail qui est là-bas par rapport à ma scie à onglet et qui est dans le prolongement finalement de ma scie à ruban. Donc ma scie à ruban, les meubles qui sont là sont à la même hauteur et j'ai ma foreuse à colonne que j'utilise moins régulièrement qui elle est de nouveau dans le prolongement. Ça veut dire que je peux travailler des longues pièces. Ça c'est aussi des choses à réfléchir, c'est quand on a des longues pièces à travailler, mettre une scie à onglet dans un coin d'un atelier, c'est un non-sens, puisque ça va nous permettre de tronçonner des pièces qui sont en longueur, etc. Et donc, la place de tous vos outils qui vont être régulièrement utilisés doit être étudiée avant même de fabriquer votre atelier. Donc, quand je vois certaines personnes qui vous disent « Ah, je ne sais pas encore où je vais mettre telle machine et telle machine », alors qu'on vient de construire un nouvel atelier, il faut se poser la question de savoir si on a bien compris le concept d'utiliser ces machines et de créer et d'organiser un atelier. Donc pour bien organiser un atelier, il faut l'étudier avant. Donc moi, toute cette partie-là, je savais que j'allais la consacrer à ça. Les seuls points d'interrogation que moi j'avais, c'était le stockage des panneaux et des chutes. Et je regrette juste cette partie-là, puisque j'ai fait une partie d'aspiration, une bouche d'aspiration au niveau du sol. Et avec les chutes qui sont là, ma bouche d'aspiration ne sert plus à rien. Donc, le rangement des chutes, c'est nickel, mais ma bouche d'aspiration, je n'avais pas imaginé, je pensais l'utiliser et je vais devoir la mettre de l'autre côté de ma scie à format. Finalement, voilà, c'est des choses qu'on s'aperçoit justement dans la pratique du système. Est-ce qu'il y a des hauteurs minimum à respecter Pour l'auteur, c'est quelque chose autre comme la surface sur une poste de travail. Là, il y a des hauteurs bien décrites
est dans la législation, Oui. soit pour les réfectoires, les bureaux. Les ateliers, c'est plus difficile. Dans la plupart des cas, ils sont déjà assez hauts, mais ça dépend aussi des pièces qui sont traitées. La hauteur. C'est quelque chose à voir avec l'air qui est dans et le réfléchissement de l'air. Le nombre de personnes qui sont présentes à ce moment dans l'atelier. Ah oui, donc c'est vraiment en fonction du type d'entreprise. De la finalement. santé aussi. Hein. Donc ça, c'est difficile de donner une hauteur standard, puisque finalement, c'est vraiment de nouveau propre à chaque situation. Oui, mais un lieu de travail en Belgique, c'est au moins 2040 cm. C'est ça, 2 mètres 40, pardon. C'est ça, 2 mètres 40 de haut, ça c'est pour l'espace de temps. La hauteur sous plafond, plus des bureaux. Pour un atelier, je crois que moi j'ai travaillé pendant des années, j'étais à 2,20, je vous jure, c'est une catastrophe, pourtant j'ai fait des escaliers dedans, etc. Mais je crois que le minimum pour être vraiment bien, c'est 3 mètres à 3 mètres 20 de hauteur sous plafond. Là, vous êtes vraiment à l'aise, vous savez manipuler vos pieds, vous savez manipuler vos panneaux, vous savez manipuler sans devoir vous casser le dos et ce genre de choses. Et d'ailleurs, maintenant qu'on parle de manipulation, est-ce qu'il y a des techniques ou est-ce qu'il y a peut-être d'ailleurs des formations qui permettent de se faciliter la tâche au niveau de la manutention et du travail, manutention des matériaux ou des ouvrages? Ils existent, ils existent partout, dans tous les secteurs, mais aussi à l'école déjà, pendant les leçons de gym. Ils font l'attention. Le plus important, même si c'est faisable, des grands panneaux ou des pièces qui sont lourdes, c'est penser plus loin. C'est toujours, si les gens plus âgés que nous entendons, si nous le savions, c'était peut-être mieux de faire l'attention. Donc, pour la jeunesse, mais aussi pour ceux qui sont moins jeunes, important de te laisser accompagner. Un grand panneau, c'est plus facile à deux. C'est pas toujours faisable. Quand on est jeune, c'est toujours je tout seul. Mais en fait, au final, on arrive avec plus tard. Oui, c'est ça. Donc, des grands panneaux, ils sont pour ça pas toujours trop lourds, mais c'est plutôt la manutention. Si ce sont des pièces lourdes, donc les manières qu'on élève les pièces. C'est ça. Mais puis il existe aussi, je ne sais pas où on l'a mis, voilà. Moi, j'utilise souvent des sangles comme ceci, donc pour mettre en dessous du panneau. Des panneaux, alors quand je suis tout seul, j'ai des petits chariots à roulettes. Donc je positionne une partie du panneau sur le chariot à roulettes, je prends ma sangle et je sais, maintenant ici entre mes deux bras, et je sais le déplacer. Ça c'est vraiment quand je suis seul. Quand on est deux, avec ça c'est franchement tranquille. Et puis il existe toute une série d'ustensiles d'autres marques. D'ailleurs, il y a des petites pinces qu'on sait passer le panneau pour le porter, etc. Moi, j'en ai pas. Ça, ici, c'est des ventouses pour les vitrages, mais je sais que ça fonctionne sur certains panneaux, parce que j'ai déjà fait sur des panneaux laqués. Là, ça fonctionne. Faire attention, il faut légèrement les humidifier pour que ça fonctionne. Mais sur les carreaux, pas, par contre, surtout pas. Mais ça fonctionne très, très bien. C'est efficace et on a vraiment une bonne prise en main, donc là ça se tient comme ceci, on a notre carreau, on le maintient à gauche, à droite, mais il y a de nouveau toute une série de méthodes pour manutentionner ces panneaux et de nouveau je vous invite, il y a des formations pour ce type de choses. Bon, on ne va pas faire des formations pour tout, mais les personnes qui auraient des problèmes de santé, des problèmes de dos, des problèmes de genoux, ça arrive, eh bien franchement il y a des possibilités malgré vos problèmes de santé de travailler en sécurité et vous faciliter la tâche. Donc ça, c'était pour tout ce qui était un petit peu manutention. Alors, y a-t-il des règles? Ah oui, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des règles pour recevoir, donc moi en tout cas en tant qu'entreprise, est-ce qu'il y a des règles pour recevoir du personnel ou du public dans son atelier? Donc admettons, moi demain je fais une porte ouverte. Est-ce que je dois respecter des règles pour justement recevoir le public? On parle des tiers, donc ça peut être des visiteurs, mais aussi d'autres sous-traitants qui viennent, des clients qui viennent. À ce moment, ils doivent être protégés comme un travailleur dans l'entreprise. Que veut dire? C'est l'entreprise qui doit prendre les mesures de précaution afin d'éviter des problèmes ou des risques, des accidents. Quelque chose au sol, etc. Bien, soit moi, c'est pour ça que j'ai une mezzanine où c'est un petit peu. Bon, ça va être mon bureau, mais j'ai pas le temps. Mais c'est là justement où je mets des choses que je n'utilise pas, que je n'ai pas besoin de suite.
j'ai suffisamment d'espace que pour marcher à mon aise, mais le fait de laisser des choses au sol plutôt que de le ranger en hauteur, on risque de se trébucher, etc. J'exagère dans les images que je vous montre, mais c'est juste pour vous représenter un petit peu les dangers. Des fois, il y a des baguettes qui peuvent ressortir. Moi, j'ai des petites lattes pour stocker mes bois. Si ça ressort de mon support de mon rack à serre-joint, on peut vite s'accrocher les bas des jambes, etc. Pareil, short ou pantalon, est-ce que... Ça dépend des matériaux où on travaille à ce moment. S'il n'y a pas de risque des éclats ou d'autres choses, pourquoi pas, surtout dans l'été. Voilà. Mais peut-être intéressant encore de rajouter l'info suivante. Ce qui est important avec les tiers, les clients, etc., c'est d'avertir. Donc, soit des affiches, des règlements d'atelier, des pictogrammes, où on bien mentionne ici, c'est interdit de venir. À ce moment, on est protégé. Okay. S'il y a des clients, par exemple, pour l'assurance qui ne respectent pas ces règles, il se passe quelque chose, à ce moment, eux sont en faute. Toujours essayer de marquer pour informer les gens. À partir du moment où ils sont informés et qu'ils ne respectent pas, on est couvert. Parce qu'il y a aussi un problème de couverture par rapport, évidemment, aux accidents. Et ça fait partie aussi d'une protection collective, donc des lignes, soit des cloisons. Justement, tu parles de lignes. Est-ce qu'un petit atelier comme le mien, admettons demain je réengage 2 ouvriers, est-ce que je suis censé faire un marquage au sol ou pas? C'est toujours utile. Et je vais dire pourquoi. Moi, je demande si c'est obligé. Obligé, non, mais il faut bien mentionner et avertir pour les travailleurs dans l'entreprise où on se peut passer. Donc, à ce moment, c'est mieux de le faire avec des lignes ou des points de marquage. Mais il faut se garer une fois avec ta voiture entre 2 lignes sur un parking et être un peu garé, pas parallèle avec les lignes. On sort et on se sent bien, on n'a pas bien garé. C'est le même principe dans une entreprise. Le moment qu'un chariot ou quelque chose qui n'est pas sur sa place est un peu dans la ligne ou dans le couloir, à ce moment, on va avoir la réaction de nettoyer ou de ranger les choses. Donc, intéressant. Et si tu me demandes maintenant, encore une fois, obligé ou pas obligé, dans le sens ou dans l'esprit de la législation, je vais dire, il faut le faire. Voilà, c'est ça. Donc, légalement, ce n'est pas obligatoire, mais intellectuellement, ça l'est. Oui, voilà. Ouais. Ok. C'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, la plupart des gens, c'est obligé ceci, mais la norme, mais tu mets... Et en fait, il y a la loi, et puis il y a aussi l'intelligence des personnes. C'est-à-dire que tu peux très bien te dire, je regarde Kevin, les gens se demandent ce que je regarderais, mais il y a le collègue de Stéphane, mais c'est vrai, on a parlé un peu de tout ça aussi hors caméra, il y a aussi une bonne intelligence des personnes, c'est-à-dire qu'il y a la norme, il y a la loi, mais des fois on peut contourner la loi parce que intellectuellement c'est plus intéressant que, on peut parler bêtement d'un bête débat de ce qui se passe en France, mais avec la loi sur les pensions. Les gens manifestent contre ça, pourtant c'est la loi. Donc on ne se plie pas toujours aux lois, ça n'a rien à voir avec le travail, mais tout ça pour dire qu'il y a la bonne intelligence et puis il y a l'obligation légale. Mais c'est vrai que marquer les choses, moi je ne l'ai jamais fait et je ne pense pas que j'ai l'intention de le faire parce que j'ai pas suffisamment de monde et tout, mais c'est vrai que le fait de délimiter, ça permet par exemple de repositionner l'établi. On sait qu'à cette distance-là, on n'est pas bloqué, c'est marqué, on n'a même pas besoin de commencer à regarder, ça passe quoi. Il y a en plus aussi la différence entre des petites entreprises, des grandes entreprises. Dans une grande entreprise, il faut le faire parce que le passage des pétions où il faudra verser certaines rues. Mais oui, bien sûr. Je pensais que c'était obligatoire. Et là, il faut parler d'une obligation à cause du fait que les passants, que les travailleurs sont protégés à ce moment. Et ce sont des règles du trafic interne, soit avec des lampes sur des élévateurs ou soit avec des feux. Là, tu parles de principe interne. Toute cette organisation, moi, ça me parle parce que chaque fois que j'utilise mon chariot, je regarde toujours derrière moi. Mais c'est quelque chose d'autre ici. Je connais la taille. Mais même, je connais la taille de mon atelier. Il n'est pas grand. Il pourrait faire rêver beaucoup de monde en termes de place, mais pourtant, c'est un petit atelier. Mais quand je recule mon chariot, avant même de reculer mon chariot, je regarde derrière moi, voir si j'ai pas une machine qui gêne. Je parle même pas de personnel, mais j'ai peut-être une machine, j'ai peut-être un panneau. Je suis sûr, je fais toujours. En fait, quand on travaille dans un atelier, il faut toujours être alerte. Voilà. Toujours être attentif à ce qu'on fait et être bien éveillé.
te donner un bon exemple, moi je suis quelqu'un qui n'est pas trop maladroit. Quand je me lève le matin, si je fais tomber ma cuillère par exemple, eh bien, je ne viens pas dans l'atelier. C'est pas une blague. Okay. Parce que je sais que il y a un truc qui ne va pas, je ne suis pas concentré. Si j'ai fait tomber ma cuillère, c'est que je ne suis pas dans mon état normal. Ouais. Je suis vraiment quelqu'un de pas maladroit du tout, vraiment. Et donc, si j'ai cette maladresse, je sais qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire du bon boulot et je risque de me blesser. Je suis dans l'atelier, je travaille le matin, c'est déjà arrivé. J'ai des ouvriers ou des gens qui ont travaillé chez moi. Hein, ce que je dis là, ils pourront commenter sous la vidéo, c'est vrai. Je vais faire un travail, je fais une erreur. Je ne sais pas, je mesure... Ça arrive. Voilà. Ouais. Je fais une deuxième. Ok, je le remballe chez lui, on ne travaille plus. Je ne suis pas concentré, il va m'arriver quelque chose. Outre le fait que je risque de foirer ce que je vais faire, je risque en plus de me blesser, voire blesser mon ouvrier. Oui, bien sûr, la concentration. Mais vraiment, et je pense que ça, c'est super important. Quand vous voyez que vous n'êtes pas dans votre état d'esprit, alors oui, il y a le rendement, oui, il faut gagner sa vie, mais quand j'ai flingué 3 panneaux parce que j'étais pas bien, ben, finalement, je dois quand même les racheter. J'ai perdu ma journée et en plus de ça, j'ai perdu mes panneaux. Donc au final, il vaut peut-être mieux se poser et se dire, bah, demain, je travaillerai peut-être un peu plus longtemps parce que je suis mieux éveillé. Ça fait vraiment partie d'un tout. Vraiment, clairement, ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Se poser et aller manger quelque chose. C'est ça, c'est ça. Donc je pense qu'on a fait un peu de tour d'organisation, je mettrai quelques images. De toute façon, moi derrière, je referai une vidéo vraiment de comment moi j'ai organisé mon atelier et comment je l'ai réfléchi. Parce que bon, eux, il y a quand même toute une série d'ateliers qui visitent et donc chaque atelier, comme on l'a dit, est un petit peu spécial. C'était surtout pour revenir sur tout ce qui était sécuritaire et comment s'organiser finalement. L'ergonomie, est-ce que tu penses que c'est bien de travailler assis dans la menuiserie ou pas ? Comment, excuse-moi ? Travailler assis dans la menuiserie, est-ce que tu penses que c'est positif, pas positif ? Ça dépend. Ok, ça peut le faire. Oui. Mais, si on fait une sculpture, du travail montage par exemple, et c'est toujours le même travail, pourquoi pas, ou les mêmes manutentions. Ok, donc c'est vraiment trouver sa position pour être le mieux et se sentir le mieux possible. Respecter les règles de sécurité, donc comme je le disais. Et donc pour parler de règles de sécurité, sur toutes les machines, essayer d'informer les personnes. Voilà, moi j'ai mis des petites images sur les machines, comment les utiliser, comment choisir ses lames. Ça fait partie de l'organisation finalement de l'atelier, de s'informer soi-même, parce qu'on n'a pas toujours, on n'utilise pas toujours la même machine, donc ah oui, comment est-ce que je devais faire, etc. Si c'est visible, comme comment choisir sa lame, le nombre de lames dans le bois, etc. À la toupie, se souvenir que le poids 0, c'est autant avec le fromage de telle dimension. À la scie à onglet, savoir que la lame pour le débit, c'est autant dedans, etc. Une fois que c'est mentionné et que c'est propre, c'est en ordre. Et puis vient alors, malheureusement, un accident. Et bon, il faut y survenir. Et donc, c'est important aussi, c'est une bêtise, mais d'avoir une trousse de sécurité. Alors, moi, j'ai celle-ci, je crois que j'ai vérifié, elle est de 2013, donc elle a quand même quelques années. Hein. Mais il faut la renouveler. Donc, quand je dis il faut la renouveler, c'est normalement, chaque année, on est censé revérifier, si je ne dis pas de bêtises, ce qu'il y a dedans et s'il y a suffisamment. Moi, je sais qu'il doit manquer des choses, mais on va parler justement de ce qu'elle doit contenir et comment s'en servir finalement. Enfin, la boîte, si c'est de 2013, pas grave. Le plus important pour moi, c'est les produits qu'on utilise, qu'eux, ils sont encore et selon la date de la date de péremption. Ça, c'est important. Mais autrement, ce qu'il est important d'avoir dans la boîte secours, c'est par exemple des ciseaux, une pince pour prendre les éclats. Aussi des infections, comme vous avez là. Bétadine, allez, comment ça s'appelle ça ? Du sérum, voilà, sérum physiologique. Parce que ça ne périme pas ça. Ça ne périme pas et donc ça désinfecte la permanence. Il faut toujours en avoir. Bandage compressif, si on a une blessure. Pommade pour des brûlures, quelque chose d'important aussi. Du flamigèle, donc un douche oculaire, mais de temps en temps, dans plusieurs endroits dans l'atelier. Rincer les yeux en cas de poussière, etc. Et dans notre secteur, touche en bois, dans le cas si on a une amputation, donc un kit de secours en cas d'amputation. Donc c'est un peu
un peu lugubre de Non, le dire, mais il faut parler. prendre Et donc, le doigt, mettre ça dans un sachet. Composer donc un sachet plastique. Moi, j'ai un congélateur Voilà, sur la mezzanine. avec Souvent, on m'a demandé c'était quoi le frigo que j'avais au-dessus. Donc, c'est frigo congélateur. Ben voilà, il faut savoir oser ils parler existent de les ces kits, choses-là. donc c'est mieux de demander ça aux services qui viennent pour chaque année, vérifier un petit quelque peu chose ça. d'autre, un tourniquet, un garrot. Si Oui, on a ça, quelque j'ai chose, ici, donc, on peut bien. l'élastique. Et alors, Voilà. j'ai aussi une pompe de réanimation. Voilà, c'est Donc, ça. Hein. Et ce qu'on voit aussi, mais ça dépend aussi, disons, l'analyse des risques est plutôt aussi dans l'environnement de l'atelier, les appareils, effectivement, les défibrillateurs. Hein. Mais aussi être bien au courant de ce qu'il faut faire manuel, comme vous disiez. J'ai la chance ici, d'avoir eu la formation à l'armée. Moi, j'ai un petit truc de plus, je ne sais pas si c'est mis sur ta liste, c'est les strips. Donc, oui, effectivement. Tu l'as aussi. Oui, c'est ce qui remplace finalement les points de suture. Donc, si vous avez une grosse entaille, c'est un strip. Ça, c'est quand même super intéressant. Ça tient bien la blessure fermée. Ne fût-ce que le temps d'aller à l'hôpital, éventuellement voir. C'est des bêtises, mais il faut y penser. C'est une petite information. Hein. C'est certainement pas donneur de leçons, loin de là. C'est juste que c'est important de l'avoir, surtout si vous êtes en entreprise et que vous avez du personnel, un apprenti, un stagiaire ou plusieurs hommes. Ça arrive vite, un petit sparadrap, un petit coup avec le ciseau à bois, c'est vite fait, une blessure, le sang, on en met partout aussi. Il n'y a pas que. Moi, par rapport à ça, je reste pragmatique aussi par rapport à l'ouvrage. Vous coupez, vous travaillez sur du chêne, il y a des traces de sang sur le chêne. Voilà, si on pense que boulot, il y a cette problématique-là. Et puis à côté de ça, il y a tous les risques liés à l'aggravation des blessures, comme il disait avec le jeune qui avait une écharde et puis qui finalement s'est retrouvé avec une gangrène au niveau de la main. Ouais. Important aussi, on peut avoir un quai de secours, mais qui peut travailler avec et qui ose de le faire. Donc, si tu me demandes maintenant qui doit être formé, c'est simple, tout le monde. Ah oui. Et si ce n'est pas pour dans l'entreprise, c'est intéressant à la maison, avec le partenaire, avec les enfants. Donc, au moins former, par exemple, si les Croix-Rouges, comme particulier, on peut le faire gratuit. Il faut suivre une formation de base, premier secours. Il y en a souvent en plus, pour les défibrillateurs, etc. Oui. Et aussi dans l'entreprise, 2 personnes sur placement qui doivent être formées. Oui, c'est ça. S'il y a quelque chose avec lui qui est formé, l'autre doit dire, donc ils doivent le connaître les deux. Même principe dans l'entreprise. Et ça peut aider aussi. C'est toujours intéressant, même dans la vie de tous les jours. C'est ça. J'ai eu le cas dans la vie quotidienne. Il y a plus de 20 ans, un monsieur qui est tombé sur le bord du terrain et il a fallu faire de la réanimation de pulmonaire. Si on est formé, on sait réagir. Et si on n'est pas, tout le monde est en train de regarder. On n'a pas d'ambulance, mais en attendant, personne ne sait réagir. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. Alors maintenant, donc, on a fait un petit peu le tour de tout. On passe aux questions, comme je disais. Alors, première question, c'était peut-on acheter des machines spécialement, donc voilà, je veux m'acheter une toupie. Est-ce qu'on peut acheter des toupies ici à format de ce type de gabarit sans autorisation ou sans agrément ou sans formation, etc. J'ai dit tout de suite oui, avec un grand mais. C'est comme si je n'ai pas un permis de conduire, je peux aussi acheter une voiture. Mais après, qu'est-ce que je dois dire? Donc c'est le même principe. Mais il faut être bien formé concernant les méthodiques, les machines, les risques. Il faut le faire sous super... Enfin, il faut être supervisé pour utiliser les mais machines, bien sûr, pour pouvoir être guidé au niveau de l'utilisation. Connaître la réaction de la matière ou des matériaux qu'on utilise, travailler avec des lames scie, c'est une autre différence, enfin, ça donne un autre sentiment, par exemple, que de travailler avec la toupie, des gauchers. Oui, donc, c'est pourquoi qu'on va à l'école. 3-4 années qu'on va suivre des cours de soir. 2-3 années à voir le sentiment, apprendre les choses techniques, les risques par des personnes qualifiées qui le donnent, qui sont au courant. En fait, aujourd'hui,
il y a beaucoup de gens qui, ben voilà, au travers de vidéos, etc., apprécient le travail du bois. Je trouve ça très bien. Donc ça donne envie à beaucoup de gens de travailler eux-mêmes autour du bois. Ouais. Et donc, à partir de là, est-ce que tu lui conseillerais plus de suivre une formation en présentiel ou de te renseigner vers les écoles? Alors, est-ce qu'il existe aussi, ou plutôt, est-ce qu'on peut faire des formations? Voilà, moi, je suis, je ne sais pas moi, libraire. J'étais libraire et je prends goût à la menuiserie et je veux me lancer à faire une formation. Je vois que je sais faire quelques trucs, je me suis fait des meubles, etc. Et je me dis, ben voilà, je vais faire des formations chez moi pour les débutants en présentiel. Donc, je vais recevoir des gens chez moi. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai besoin d'un agrément? Quelles sont mes responsabilités justement par rapport aux personnes qui viendraient suivre la formation chez moi? Ça c'est simple. Si je peux aussi utiliser l'exemple avec la voiture, si je n'ai pas un permis de conduire et je m'achète une voiture, et il y a quelqu'un qui m'apprend de conduire la voiture, à ce moment, c'est encore toujours ma responsabilité, mais il y a quelque chose qui ne correspond pas. Lui qui sait que je ne suis pas bien au courant doit savoir qu'il ne doit pas apprendre les choses avant d'avoir suivi des choses officielles. Donc une instance officielle comme les écoles, comme les centres de formation, il y a assez de possibilités, mais il faut au moins avoir une connaissance basse donnée par des gens spécialisés, agréés. Et alors, je vais aller un peu plus loin dans... Donc ça, c'est une question qui a été posée, parce que je voudrais préciser que ce n'est pas une question qui vient de moi, c'est une question qui vient d'un artisan français. Que penses-tu des formations qui sont vendues en ligne? Donc, c'est des formations machines qui sont vendues en ligne. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'il doit y avoir des agréments pour ce type de formation? Et quelle est justement la responsabilité par rapport à ces formations? Déjà, que penses-tu? Est-ce qu'on peut être formé aux machines avec des vidéos? Si on n'a pas du tout une connaissance basse, ça c'est déjà exclu pour moi. Personnellement, c'est plus difficile, en plus c'est quelque chose de très juridique, je veux dire. Mais il faut bien savoir la responsabilité. Si on donne des cours en ligne aux gens qui n'ont peut-être jamais travaillé avec des machines, ça doit mal courir à un certain moment. Ils peuvent passer les accidents, sans doute. Ça, d'accord. Et en termes de responsabilité, est-ce que, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, il n'y a pas de législation par rapport à ça? Je n'ose pas dire ça. Ça, c'est quelque chose de très... Je ne sais pas si c'est autorisé ou pas autorisé. Mais voilà, moi, je vais parler de mon cas personnel, par exemple. Moi, je donne des formations chez moi. J'ai reçu des jeunes en tant qu'apprenti, etc. J'ai eu besoin d'un agrément. Donc, toi, tu es reconnu par les instances qui envoient les gens. J'ai un agrément. Malgré le fait que j'ai cet agrément et que je suis reconnu comme formateur par l'État belge, j'ai une responsabilité par rapport aux gens qui viennent chez moi. C'est-à-dire que s'ils se blessent, je suis responsable. S'ils se blessent, c'est mon assurance qui fonctionne ou leur assurance dans le cas où il y a une formation privée qui est faite. Le client doit prévenir son assurance qui suit une formation et c'est son assurance qui va prendre en charge. Je suis là pour le protéger. Donc, que se passe-t-il en cas de formation en ligne et en cas de blessure? Est-ce que la personne qui donne la formation est responsable? Est-ce qu'il a justement en recours par rapport à cette problématique ou pas? Si c'est bien réglé selon la législation, comme tu disais avant, comme formateur avec des instances, ça doit être le même esprit si ça existe en ligne. Donc je ne sais pas si c'est réglé avec la législation, mais pour moi personnellement, au moins nécessaire aussi d'avoir donc, un pour agrément. toi, il devrait y avoir un agrément. Donc, ça veut dire que si demain, moi, je me lance à faire des formations en ligne, donc, admettons, demain, je fais formation, initiation à la défonceuse, par exemple, ou initiation à la pupille, je vends ma formation 150 €, et puis, une personne se blesse en utilisant la formation et en démontrant qu'il a utilisé sa machine, parce que la grosse difficulté dans ce cas-là, c'est
comment est-ce que moi, en tant que formateur, je me fais l'avocat du diable, hein, en tant que formateur, comment est-ce que je peux démontrer que la personne a vraiment suivi mon geste? Moi, personnellement, c'est clair. Quand tous les formateurs qui donnent les cours dans l'atelier avec les gens qui sont supervisés par eux, là, ils doivent être agréés. Donc, notre formation que nous donnons aussi aux travailleurs dans le secteur, c'est aussi par des instances reconnues. Donc, si on fait quelque chose en ligne, moi, personnellement, à commencer, je ne crois pas que c'est intéressant. Soit, si tu es déjà bien professionnel, que tu as beaucoup d'expérience et que tu veux voir des choses, apprendre des choses. De perfectionnement, éventuellement, par rapport à des méthodes, par rapport à des professionnels. Des idées, des techniques, voilà, c'est ça. Mais jamais pour des gens qui n'ont pas du tout goûté du métier et qui vont commencer avec ça. Je ne crois pas dans cette possibilité. Moi, c'était intéressant d'avoir un avis extérieur parce que j'ai eu pas mal de soucis, entre guillemets, par rapport à ce sujet-là, en dénonçant, entre guillemets, cette problématique. Et c'est intéressant, justement, d'avoir un organisme officiel qui a un regard là-dessus. Donc, comme je le disais, il n'y a pas de législation en Belgique, je ne pense pas. En France, a priori, non plus. Mon avis n'a pas changé par rapport à ça. C'est-à-dire que, et pourtant, je pourrais, je pense, vendre des formations, on a déjà demandé, etc. Le souci, c'est qu'on ne sait pas corriger les personnes et ces formations sont souvent destinées à des débutants. Voilà, ici, Woodwise fait des formations pour les ouvriers du bâtiment. C'est-à-dire que moi, je suis agréé par l'État belge. Ils peuvent m'envoyer un ouvrier apprendre, par exemple, les techniques de travail au roulement à la toupie, où ils ont un apprenti qui, malheureusement, ils n'ont pas de travail pour le moment pour l'apprenti, il vient chez moi apprendre à dégauchir pour pouvoir être efficace dans son entreprise. J'ai un agrément, j'ai une responsabilité, etc. Ici, le souci des formations en ligne en soi, c'est que déjà, la plupart du temps, ce sont des amateurs. Donc le danger est encore plus élevé, étant donné que c'est des gens qui n'ont aucun recul par rapport à l'utilisation, et donc n'auront jamais le regard critique de se dire ce qui est montré est bon ou pas bon. Et n'auront pas le petit détail de positionnement des mains, même si la personne qui montre montre le bon geste. Donc ça, il faut garder à l'esprit. Moi, je reçois tellement de stagiaires que je peux vous dire que toutes les personnes à qui je montre un geste, à chaque fois qu'il exécute pour la première fois, je dois le corriger. À chaque fois. Que ce soit à la dégauchisseuse, que ce soit à la scie à onglet ou que ce soit à la scie à format, je dois le corriger. Donc le problème de la formation en ligne, si vous voulez, c'est que la personne ne sera jamais corrigée et donc ne verra jamais le problème qu'il a pu rencontrer s'il rencontrait un problème. Et la personne qui forme ne sera jamais là pour réagir en cas de problème et d'accident. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et de nouveau, ce n'est pas décrier, ce n'est pas dénoncer, et ce n'est pas dire qu'il ne faut pas acheter ce genre de formation. C'est juste dire, est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment de connaissances pour déterminer si le geste qui est montré ou la technique qui vous est proposée est bonne? C'est ça la bonne question à se poser, je pense. Et surtout, vous posez la question de quelle est la responsabilité que nous avons, nous, aujourd'hui, je sors du contexte avec Woodwise, en tant que créateur de contenu, j'ai entendu des gens qui disent qu'on n'est pas du tout responsable de ce qu'on montre sur nos vidéos. Moi, ça me fait frémir quand j'entends ça, parce que quand moi je montre une technique, si je sais qu'en montrant cette technique, je mets les gens en danger, soit je l'annonce, soit je l'écris, soit le lendemain, si je ne l'ai pas annoncé et écrit et qu'on me le fait remarquer dans les commentaires, je le dis dans la vidéo qui suit, ne reproduisez pas ce que j'ai fait, parce que c'est dangereux. Je ne saurais pas vivre et dormir avec le fait de savoir que quelqu'un s'est blessé en reproduisant ce que je lui ai conseillé de faire. Donc ça, voilà, ça c'était ma petite parenthèse par rapport à ça. Mais c'était important, et c'est important pour moi de rappeler que ce n'est pas moi qui ai posé cette question, j'insiste, c'est un artisan français, justement, qui se pose la question de savoir si c'est normal qu'il n'y ait pas de législation autour de ça, en sachant que lui, a priori, qui fait la même chose, donc qui forme des gens et des jeunes chez lui, sont soumis à toute cette administration, finalement, et
le risque qu'on prend, parce que moi, quand j'ai quelqu'un qui vient et qui perd un doigt, ben, je me mets en danger quelque part, hein, financièrement aussi, en termes de responsabilité. Et donc, voilà, a priori, c'est un petit peu un flou juridique, si je comprends bien, autour de ça. Ouais. Et je me demande s'il ne faudrait pas un petit peu creuser et légiférer, finalement, sur cette chose-là, et pourquoi pas aller alerter nos instances politiques pour aller vers l'avant. Enfin, moi, je pense. Hein. Et après, rien n'empêche de dire, oui, cette formation-là, elle est agréée, elle a été montrée et elle a été reconnue par nos instances. La personne qui donne cette formation est formée et a démontré que, et pourquoi pas. C'est une question très intéressante. Mais je pense que c'est pour cela que nous sommes aussi là-bas. Oui, Woodwise est là, j'ai mes fait. contacts, donc je vais m'informer et je te tiens sans doute au courant. Sans problème. Et donc, pour conclure, à quoi prendre attention d'une manière systématique et comment améliorer ces dispositifs liés à la santé et à la sécurité dans notre organisation et dans notre travail autour du bois. Enfin, comme tu déjà sais, Benoît, Woodwise, spécifiquement le pilier sécurité et bien-être, est responsable pour le secteur bois, enfin, disons tout ce qui est lié avec le bois. Il y a des choses qui existent et que nous promouvons. Pour ce que nous fait la promotion, pardon. Voilà. Oui. Enfin, promouvoir aussi, mais c'est-à-dire, il existe entre autres Oira Bois pour la Belgique, mais Oira existe aussi en Europe. Je mettrai tous les liens, tous les liens sur la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Oui. Oira, ça veut dire Online Interactive Risk Assessment, c'est un outil européen qui existe déjà depuis 2012-2013. Pour la Belgique, tous les pays peuvent utiliser et remplir tout selon la législation qui est... Ah oui, donc c'est les normes régies par pays ou les techniques éventuellement d'utilisation de telle et telle machine par pays, et chaque pays peut aller alimenter en fait... Voilà, selon leur législation. Et qui est important, ça existe pour plusieurs secteurs, entre autres en Belgique pour le secteur bois, aussi dans d'autres pays. Et là, on peut trouver le guide pour une gestion, une gestion dans la politique prévention. Et toutes les choses, les points d'attention qu'on a discutés ici dans ces sessions seront aussi repris là-bas avec des questions. C'est une analyse de risque global, c'est gratuit aussi, important. Sur votre site aussi, je sais qu'il y a pas mal de choses parce que justement, avant de vous recevoir, j'ai encore rejeté un petit coup d'œil, etc. Donc il y a pas mal de choses. Donc, on va synthétiser. En gros, il y a le site donc Oira, donc Oira, oira.bois.be, qui reprend un petit peu toutes les histoires de bonnes pratiques. Il y a Suva aussi, qui est un très bon site, et ils ont une chaîne YouTube qui reprend pas mal justement de techniques de prévention numérique, etc. Tout n'est pas parfait, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis donc Woodwise, qui est l'organisme officiel belge autour de la Confédération du travail du bois en collaboration, hein, donc vous êtes aussi en collaboration avec d'autres secteurs aussi, donc c'est le secteur du bâtiment en Belgique qui travaille, et surtout c'est important de le dire, ils ne sont pas contrôleurs pour dire vous n'avez pas mis votre sécurité, non, ils sont là pour conseiller les entreprises pour justement améliorer la sécurité autour du travail, mais tout en conservant le côté productif. Voilà, on a parlé de la cape de sécurité, il est totalement ouvert à ce que je disais, il ne m'a pas dit non, ta sécurité elle doit être mise. À partir du moment où on s'est démontré qu'elle est plus gênante qu'autre chose, on s'est avancé. Par contre, le fait de laisser traîner ces câbles partout dans l'atelier, il n'y a aucun intérêt, il y a des solutions très faciles à mettre en œuvre pour régler ce genre de problème. Donc voilà, c'est un petit peu ce dont on voulait parler et qu'on voulait remettre un peu en perspective. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Pas tout de suite. S'il y a des questions qui viennent à cause des sessions, n'hésite pas de me les envoyer. Et je vais les répondre avec beaucoup de plaisir. Ok, je te remercie en tout cas d'être venu. Donc Kevin aussi qui est resté derrière la caméra, qui reviendra lui a priori pour tout ce qui est formation. Donc on vous expliquera un petit peu ce qu'il existe comme formation en Belgique
aussi bien chez eux, donc pour les professionnels du bâtiment, mais aussi pour les particuliers, avec des collaborations justement avec d'autres organismes, etc. Moi, j'ai été ravi de vous recevoir, vraiment, j'ai appris plein de choses, c'est toujours super intéressant, parce qu'il y a toujours plein de choses qui se passent aussi hors caméra, et donc on apprend toujours un petit peu des uns et des autres. Si vous avez des questions, donc comme Stéphane l'a dit, n'hésitez pas à les poser, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation. Moi, je referai une vidéo justement pour vous expliquer comment j'ai pensé mon atelier, comment je l'ai organisé, les points auxquels j'ai fait attention pour me faciliter la tâche et gagner en efficacité tout en restant en sécurité. Et puis, je vous dis à tous à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, voilà.